Welcome, televiewers. Thanks for joining us once more on the midday edition of the Balinga Newscast on Equinos Television. Good day, Nazi Yambou. Good day, Katra Nkonish. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition d'information sur Equinos Télévision. C'était un week-end tendu. À Douala, la capitale économique est restée quadrillée par les forces de l'ordre durant toute la journée de samedi. Les allées et venues des habitants de la ville étaient filtrées et bon nombre d'entre eux ont été contraints en la marche. Tout ce dispositif avait pour but d'empêcher une marche du Social Democratic Front décidé d'outrepasser la décision de l'autorité administrative. Les précisions dans ce reportage de François Dikoumé, Donald Brice Kanga. Bien étrange cette journée de samedi aux yeux de nombreux Doualais. Route barricadée, remarquable déploiement militaire et logistique, forces mixtes, GSO, ESIR, GMI, gendarmerie, bref, tout pour réduire la moindre mouche au silence. De H. Raphaël au carrefour école publique de Deido, en passant par la boulangerie de la Paix, Bépanda Ambiance entre autres, impossible d'emprunter la moindre moto, c'est la marche à pied pour tous. Ça me donne aussi la maladie, comment moi qui n'arrive pas à marcher, me voici en route pour marcher, ça c'est quoi ça? Le sport involontairement, est-ce que c'est le sport là-bas? Quand tu fais le sport, quand tu es content, moi je ne suis pas content de ce sport-là. On a eu beaucoup de difficultés ce matin. Moi, présentement, j'ai continué partout. Il faut comme ça à pied maintenant, quittant loin de l'autre bistrot jusqu'ici là. Alors que s'il y avait la communication, ça ne devrait pas être. Et beaucoup de gens, mes frères même les Besquinois ont été coincés ce matin. Dans la ville, l'on apprend que les hommes et femmes politiques, chefs de file du meeting et de la marche du Social Democratic Front, ne peuvent sortir. Leurs domiciles sont quadrillés par les forces de maintien de l'ordre. Au stade omnisport de Bipanda, lieu où est projeté le meeting de l'opposition, les camions anti-émeutes écument les principales entrées. Vers 14h30, lorsque le principal redouté du jour, Jean-Michel Nichou, est arrêté au lieu dit douche municipale, on sent comme un air de détente chez les forces de sécurité. Le dispositif sécuritaire inédit en place depuis la matinée chute d'un cran. On a demandé à l'honorable Nincho d'aller chez lui et l'honorable a dit qu'il ne peut pas aller chez lui parce qu'il est député de la nation, il est dans sa circonscription et il a le droit de se balader. Même si on a interdit une manifestation, ça ne veut pas dire qu'il est à résidence assigné à Signal. Mais à notre grande surprise, nous avons vu que le délégat a ordonné en disant que c'est Yaoundé qui lui a donné l'ordre. Ils ont brutalisé l'honorable. Je crois que même ses verres se sont cassés pour l'amener. Je crois ils ont dit qu'il l'amenait à son domicile, on l'espère, nous sommes encore là pour le moment, mais nous restons déterminés, les militants du SDF. Ainsi s'achève une journée du 21 octobre, quasi ville morte à Douala. Un samedi pas comme les autres, imposé par une manifestation de l'opposition, interdite par le sous-préfet de Douala Ier et maintenue par les organisateurs. Autre actualité dans ce journal, la ville d'Ezeka garde toujours les stigmates du drame du 21 octobre 2016, un an après cette catastrophe ferroviaire qui a coûté la vie à de nombreux Camerounais et fait des centaines de blessés. Les événements douloureux continuent de hanter les esprits des populations riveraines, des familles des victimes ainsi que des rescapés. C'est avec le cœur meurtri qu'ils ont commémoré ce samedi le premier anniversaire de ce déraillement du train le 21 octobre 2016. Ces précisions dans ce reportage de Joaniem et de Juringui Nyondi. Un an après la catastrophe ferroviaire qui s'est produite à Ezeka dans le centre et qui a coûté la vie à des dizaines de personnes, le souvenir reste gravé dans les mémoires des habitants. Je ne sais pas ce que je peux vous dire, c'est toujours aussi difficile parce que j'ai été sur les lieux de l'accident dès le vendredi 21 octobre 2016 et ce pendant 3 jours. J'ai assisté à tout ce qui s'est fait. Georges ici à côté de moi nous a assisté. L'émotion est toujours aussi vive, c'est difficile, Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter d'être en vie? Ça fait mal de savoir que les autres sont partis. Ça fait mal. Une année écoulée, mais le cœur des populations continue de saigner de douleur.
après que l'État camerounais ait promis la construction d'une stèle en mémoire des victimes de l'accident de train. Les autorités traditionnelles, au cours d'une messe de requiem organisée en la mémoire des victimes, ont manifesté leur mécontentement au regard de la tournure des événements. Nous avons montré aux représentants du ministre deux lieux, parce que pour nous, il faudrait que cette stèle révèle la dimension de l'événement. Que de venir faire un petit truc sur la gare, ça ne reflète rien. Nous voulons qu'il y ait entente entre les autorités politiques et traditionnelles. Nous n'acceptons pas ça. C'est une honte pour la ville de Zeka. Pour nous, ça ne représente rien du tout. Nous attendons justement cette représentativité de l'endroit où nous avons choisi. Une nouvelle fois, on nous démontre clairement que notre autorité est nulle et non avenue sur la terre de nos ancêtres. Et ça, nous disons que pour ce problème, nous allons faire valoir nos droits. Présent à la cérémonie, le ministre des Arts et de la Culture s'est voulu plutôt rassurant. Dans un proche avenir, nous aurons ici un monument qui intégrera et la stèle commémorative et tout un aménagement urbanistique qui permettra d'embellir la ville, d'embellir davantage la ville des écoles. Le monument sera à la fois un lieu de recréation et un lieu de recueillement. La ville des Zeka porte le deuil. L'hôpital qui avait offert les premiers soins aux victimes attend toujours être rénové. Il faudrait que le gouvernement tout entier ait un peu de souvenirs, parce qu'en fait ces wagons qui sont stationnés à la gare des Zeka, on nous a fait dire que le procureur les a scellés. Vraiment c'est parce que le procureur général ou bien le ministre de la Justice peut lever ces scellés pour qu'on dégage au moins, pour que la population des Zeka, ce stress nous quitte un peu au cœur. Regardez un peu l'hôpital de district de Zeka. Un an après, rien n'a changé. Vraiment, on lance un cri de cœur auprès du gouvernement pour que, bon, on pense au moins à Zeka. Un an après la catastrophe ferroviaire, la ville meurtrie a de la peine à oublier le fameux vendredi 21 octobre 2016. Et toujours concernant cette catastrophe ferroviaire des Zeka, 7 personnes sont encore portées disparues officiellement un an après le drame. C'est ce qui ressort de la liste des bénéficiaires de la dotation spéciale du chef de l'État rendue publique ce lundi matin dans le quotidien gouvernemental. Les précisions pour la répartition de ce don d'1 milliard de francs CFA a été révélées ce week-end dans un communiqué signé du Premier ministre chef du gouvernement. Alors, de cette liste, on apprend des bénéficiaires de dotation que près de 7 personnes sont encore portées disparues un an après le drame. Les corps sont toujours non identifiés, parmi lesquels celui d'un enfant. Des corps non retirés séjournent toujours dans les morgues. On apprend aussi que les ayants droit ainsi que les victimes disposent d'un délai de 3 mois pour faire parvenir leur dossier dans les services des gouverneurs des régions ou dans les postes consulaires qui achemineront à leur tour dans les services du Premier ministre. Notons que la remise des chèques aux bénéficiaires de l'assistance de mise à disposition des accidentés par le chef de l'État Paul Biya se fera à compter du 1er novembre prochain. Et parmi les familles toujours sans nouvelles de leurs proches figure la famille Pouadina qui recherche leur fils à bord du train de la mort le 21 octobre 2016. Cette famille fait d'ailleurs partie de la liste des bénéficiaires devant donc recevoir la prime spéciale du chef de l'État Paul Biya. Plus de précisions dans ce reportage de Farel Bounia et Etienne Pascal Azeke. Cela fait 1 an que la famille Pouadina n'arrive pas à faire le deuil. 1 an qu'elle est toujours sans nouvelles de leur fils Joseph Tonga, qui était à bord du train 152 de Camraï le 21 octobre 2016, le jour où tout a basculé à Ezeka. C'est avec beaucoup de peine et de douleur que le frère cadet du porté disparu évoque le sujet. Vivre avec une disparition d'un être cher, c'est très difficile. Nous sommes africains, nous tendons à nous rendre à la réalité, à l'évidence que notre frère est décédé. Mais vous savez, quand vous avez entre guillemets un décès et que vous n'avez pas pu faire un deuil, ça rend la situation encore plus difficile. L'on se souvient qu'à la suite de cette catastrophe des Zeka, le président de la République avait décidé du déblocage d'1 milliard de francs CFA pour l'indemnisation des victimes. La famille Pouadina dit n'avoir encore rien reçu de cet argent. Je précise que nous n'avons pas été indemnisés à ce jour. Le montant à répartir dont vous parlez
décidé par le président de la République. Nous ne sommes même pas au courant de toutes les tractations, de tout ce qui se fait derrière. Même la société ferroviaire, qui avait été reconnue responsable du drame des Ezeka, est restée muette jusqu'à ce jour à la douleur que traverse cette famille. J'avoue, il faut le reconnaître, qu'ils nous ont mis à disposition un soutien psychologique. Ça, Camara a pris en charge. Et je le dis haut et fort. Et notre famille est reconnaissante parce que ce soutien psychologique a porté ses fruits. Aujourd'hui, les uns et les autres dans la famille se sentent mieux. Mais en termes d'indemnisation, c'est le silence total. Si tout espoir de retrouver encore en vie Joseph Tonga s'est dissipé, la famille souhaite tout au moins rentrer en possession du corps. Et nous avons par exemple formulé le vœu de réaliser des tests ADN sur les corps, parce que nous avons appris qu'il y a encore environ 3 ou 4 corps dans les morgues à Yaoundé. Nous avons formulé le vœu que soient réalisés des tests ADN pour éventuellement retrouver le nôtre. Nous avons écrit, j'ai les lettres avec moi, depuis le mois de janvier 2017. Nous sommes en octobre, aucune réponse. Le bilan officiel dressé par les pouvoirs publics du déraillement du train 152 le 21 octobre 2016 était de 79 morts et 600 blessés. On parle de toute autre chose à présent. Dans la région de l'extrême nord Cameroun, la voirie municipale de Maroua ne présente pas du tout fière allure. Les routes sont complètement dégradées et difficile pour les usagers de rallier les différentes villes du chef-lieu de la région et la situation se complique davantage avec la saison des pluies. Amadou Daïrou et Etienne Pascal Azégué une fois de plus. Une route de Maroua en plein aménagement. Cette image laisse croire qu'une attention particulière serait accordée à toute la voirie municipale de la ville chef-lieu de la région de l'extrême nord, que non. Maroua a véritablement mal à ses infrastructures routières. Les populations disent ne plus se reconnaître dans la physionomie que renvoie aujourd'hui la ville de Maroua. Maroua, c'est ma ville natale, c'est une ville qui m'a vu naître en 1950. Maroua n'a pas vraiment sa physionomie, c'est-à-dire d'antan. Les routes de Maroua, elles sont toutes impraticables. Une situation qui préoccupe le prophète du Diamaré, qui est d'ailleurs allé toucher du doigt cette dure réalité que vivent au quotidien ses administrés. De l'arrondissement de Maroua 1er à celui de Maroua 3e, l'état des routes est identique, surtout en saison de pluie, où de véritables lacs artificiels se forment sur la chaussée après chaque averse. Un doigt accusateur est pointé sur la communauté urbaine de Maroua, qui observe sans agir, d'après les habitants de Maroua. On demande au gouvernement de nous réparer la route. Le délégué du gouvernement, à ce qu'on voit, il est en train de recevoir extrêmement. Un effort devrait être fait avec les peu de moyens que la communauté urbaine a. Ne serait-ce que verser la latérite là où ça ne passe pas. Lors de la tenue d'un conseil extraordinaire de la commune de Maroua 1er, un chèque de 50 millions de francs CFA venant du programme national de développement participatif a été présenté. Mais ce qui a le plus suscité l'attention du conseil municipal de Maroua 1er est son budget de l'exercice 2016-2017 qui se chiffre à 1,3 milliard de francs CFA. Et du sport football à présent, Coupe du Cameroun 2017, 7 des 8 équipes ont pu décrocher leur ticket de qualification ce week-end. C'était lors à l'issue des 8e de finale. UMS de Loum élimine Astre de Douala après une séance de tir au but 8 contre 7. FC de Yaoundé 2 a également battu Bonabéry FC après la séance de tir au but 4 contre 2. Le Racing Football Club de Bafoussam, toujours après une séance de tir au but, écarte Stade de Banjoun. Douala Athletic Club fait tomber le leader Edine FC 4 tirs contre 3 et Yon Sport élimine Saint-Peter de Limbé sur le score de 2-0. Victoria United perd devant Feuthieu FC. Battu 2-0, New Star élimine Fouda Konolinga sur le score de 3-0. Donc parmi les premiers qualifiés pour ces quarts de finale, FC Yaoundé 2, Douala Athletic Club, Racing de Bafoussam, Nyon Sport Académique de Bamenda, Victoria United, New Star de Douala et UMS de Loum. Le match Lyon blessé de Fotoni, Africa Star, a été reporté à une date ultérieure.
Catherine Kone, you have the second segment of this news. Exactly, Nadine Yambu. Thank you, televiewers, for staying with us on this second part of the Bilingual newscast on Equinos Television. Cameroon's economic capital was under heavy military surveillance. Over the weekend, security forces were deployed in their number across the town to hinder the Social Democratic Front Party and other political parties from expressing solidarity to the people of the Northwest and Southwest region hit by socio-political crisis for more than 1 year. Innocent Aze reports. By 5:30 a.m. Saturday, October 21, security forces comprising police and gendarmes surrounded Bepanda and its surrounding vicinities upon the instruction of the divisional officer for Douala 1, all in a bid to suppress the SDF Solidarity March scheduled for 1 p.m. despite its ban. All junctions and entrances, including streets, in every localities in Bepanda were heavily militarized, with police and gendarmes stationed at least after 100 meters. Beidou, Ndokoti, Bepesite, among others, witnessed heavy deployment of security forces. Omnisport Stadium was completely colonized by the security forces, ready to dissolve any manifestation by the SDF and other political party militants with water cannons and tear gas. Pedestrians were not permitted to walk in groups. Those carrying bags were intimidated, with a thorough search conducted to know its content. Phone calls were as well restricted in some areas and taking of images. This reporter and the cameraman Francois Dikome were intimidated by police of the Bepanda Southern District Police Station for filming in their zone, which they say is strongly restricted. Our camera, mobile phones and bags containing other gadgets confiscated. The forcefully erased images taken in their zone had us released and evacuated from their zone. However, the population who got up Saturday morning headed to work and market on foot as circulation in Bepanda was prohibited. Strangers spent immense sums of money but could not get to their destinations. On me fait contourner, tous les postes sont bloqués, tous les entrées sont bloquées de l'histoire. Je ne comprends rien. A measure which they criticized, saying the localities should have been blocked by 1 p.m. when the march was scheduled and not in the morning hours, punishing the population. Il fallait qu'on les attend là-haut. Ils vont commencer à défiler pour les arrêter. Comment on temporise une grande ville comme ça pour une seule personne? Ça c'est quoi? Non, 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 non. Ils devaient laisser les gens le matin, vaquer à leurs occupations, et à 13 h, ils prenaient les dispositions pour sécuriser la marche. It is still unclear when Bepanda will be demilitarized this Saturday, especially when none of the actors or militants to take part in the Solidarity March has this far been seen. Families are still in grief, many with unanswered questions 1 year after the train derailment in Ezeka that claimed dozens of lives and left many in critical conditions. It was on the 21st of October 2016 that a Camrai passenger train with over 1,000 passengers on board had an accident in the Yongankele division, one of the deadliest train accidents in Cameroon. The financial assistance promised the victims and relatives of the accident, according to the government, has been laid out, but the 1 billion francs CFA is still to be given to the beneficiaries. We now present to you a man whose brother's whereabouts is still unknown after the Ezeka train derailment. Details in the following report. Avec une disparition d'un être cher, c'est très difficile. Ruben Michel expresses anguish over the death of their brother during the Ezeka train accident last year. The family has not succeeded till date to find the mortal remains of their brother, who they claim was involved in the train crash that claimed lives of hundreds of persons. Je précise que nous n'avons pas été indemnisés à ce jour. The family is saddened that they were sidelines in the payment of indemnities of families who lost loved ones during the crash. Au début, les enfants ont demandé des nouvelles de leur père. Joseph Ntonga, as he was called, left behind 2 kids who are still asking of his whereabouts. His absence is a shock to his 2 kids, and raising them, according to Ruben Michel, is another burden for the family to bear.
He added that several letters have been written to Camrai for investigation to be opened on his brother, but hasn't received any reply from them. However, we did not succeed in our attempts to know more about the 1 billion francs CFA President Paul Biya promised to victims of the Zeka train accident. Though a year now, memories of the Zeka train accident are still fresh in minds as if it happened yesterday. The respect of the 1996 Constitution, effectiveness of decentralization and the amelioration of social amenities are just the suggestions made by the population of Bongé in the southwest region of the country as a solution to the ongoing crisis. They were speaking during a meeting with the delegates of a delegation of elite led by Senator Mofa Andrew. Details with Derry Jackpot. The Bongé Council Hall was the venue where Senator Mofa Andrew Otelet Commission dialogued with the population of the subdivision. In the course of the meeting, the population present called for the respect of the 1996 Constitution and the effectiveness of decentralization. Let us tell the head of government that they should go back to our 1996 Constitution. The provision that had to do with the 10 autonomous regions should be implemented in totality. 1996, there was decentralization. Bongé would have been doing their own, getting their revenue and building themselves. Nothing is happening. When we enter into the marriage, it was equal rights, equal opportunities. The Anglophones should lead this country as a head of state. When the Francophone leads, Anglophones, when their turn comes, they should take the lead. Bongé, being one of the largest subdivisions in the southwest region, with about 80 villages, is plagued particularly at the level of its accessibility. The head of the dialogue delegation to Bongé had the following appraisal to make at the end of the meeting. They are for a more decentralized system of government where the local population can take hold of its own affairs. The president should encourage their children to go back to school and the civil strife should stop. So we are thinking that there is the violence that perpetrated should stop. The people should be peaceful, people should be law-abiding, people should be respectful, and people should continue having faith in those who are representing them and in those who are governing them. Bongé subdivision, should be recalled, is one of the highest cocoa producing areas in the southwest region. That was rather smart and Jikangebre reporting. Meantime, the 50 million francs CFA budget for the reconstruction of major roads in Maroua North region of the country is set to be realized by the population who are complaining over the deplorable conditions of the road. Details in the following report. Poor road infrastructure continues to be a major problem in Cameroon. In Maroua, headquarters of the Far North region is said to experience developments in terms of road infrastructure. The roads are practically impassable due to the deplorable condition. It is a nightmare during the rainy season as major roads turn into rivers, and in the dry season the road becomes dusty. The major road that depends on the urban community have become a shadow of itself. Inhabitants expresses anguish over unfulfilled promises by authorities in charge and said they are impatiently waiting for the municipal election to express their grievances. Maroua, c'est ma ville natale, c'est une ville qui m'a vu naître en 1900. To this inhabitant, he was born in this city, but for years now, Maroua has been left behind in the aspect of development. The roads are a nightmare to commuters. Activities have been paralyzed due to the bad state of roads. However, construction work was carried out in some major roads in the town of Maroua, but they are fast degrading, leaving inhabitants to question authorities on the 50 million francs CFA that was budgeted for the construction of major roads in Maroua 1 municipality. And that brings us to the end on this edition of the Bilingual Newscast on Equinos Television. Thanks for staying with us. Good day once more. Nadia Mbou. Good day, Catherine Collège. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et passé d'agréables moments en compagnie de nos programmes.
Welcome, televiewers. Thanks for joining us once more on the midday edition of the Balinga Newscast on Equinos Television. Good day, Nazi Yambou. Good day, Katra Nkoni. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition d'informations sur Equinos Télévision. C'était un week-end tendu. À Douala, la capitale économique est restée quadrillée par les forces de l'ordre durant toute la journée de samedi. Les allées et venues des habitants de la ville étaient filtrées et bon nombre d'entre eux ont été contraints en la marche. Tout ce dispositif avait pour but d'empêcher une marche du Social Democratic Front décidé d'outrepasser la décision de l'autorité administrative. Les précisions dans ce reportage de François Dikoumé, Donald Brice Kanga. Bien étrange cette journée de samedi aux yeux de nombreux Doualais. Routes barricadées, remarquable déploiement militaire et logistique, forces mixtes, GSO, ESIR, GMI, gendarmerie, bref, tout pour réduire la moindre mouche au silence. De Ange Raphaël au carrefour école publique de Deido, en passant par la boulangerie de la Paix, Bépanda ambiance entre autres, impossible d'emprunter la moindre moto, c'est la marche à pied pour tous. Ça me donne aussi la maladie. Comment moi qui n'arrive pas à marcher, me voici en route pour marcher. Ça, c'est quoi ça? Le sport involontairement, est-ce que c'est le sport là-bas? Quand tu fais le sport, quand tu es content, moi je ne suis pas content de ce sport-là. On a eu beaucoup de difficultés ce matin. Moi, présentement, j'ai continué partout. Il faut comme ça à pied, maintenant, quittant loin de l'autre bistrot jusqu'ici, là. Alors que s'il y a eu la communication, ça ne devait pas être... Et beaucoup de gens, mes frères même les Besquinois ont été coincés ce matin. Dans la ville, l'on apprend que les hommes et femmes politiques, chefs de file du meeting et de la marche du Social Democratic Front, ne peuvent sortir. Leurs domiciles sont quadrillés par les forces de maintien de l'ordre. Au stade omnisport de Bipanda, lieu où est projeté le meeting de l'opposition, les camions anti-émeutes écument les principales entrées. Vers 14h30, lorsque le principal redouté du jour, Jean-Michel Nicho, est arrêté au lieu dit douche municipale, on sent comme un air de détente chez les forces de sécurité. Le dispositif sécuritaire inédit en place depuis la matinée chute d'un cran. On a demandé à l'honorable Nincho d'aller chez lui, et l'honorable a dit qu'il ne peut pas aller chez lui parce qu'il est député de la nation, il est dans sa circonscription et il a le droit de se balader. Même si on a interdit une manifestation, ça ne veut pas dire qu'il est à résidence assigné à Signal. Mais à notre grande surprise, nous avons vu que le délégat a ordonné en disant que c'est Yaoundé qui lui a donné l'ordre. Ils ont brutalisé l'honorable. Je crois que même ses verres se sont cassés pour l'amener. Je crois ils ont dit qu'il l'amenait à son domicile. On l'espère. Nous sommes encore là pour le moment. Pris en charge, et je le dis haut et fort, et notre famille est reconnaissante parce que ce soutien psychologique a porté ses fruits. Aujourd'hui, les uns et les autres dans la famille se sentent mieux. Mais en termes d'indemnisation, c'est le silence total. Si tout espoir de retrouver encore en vie Joseph Tonga s'est dissipé, la famille souhaite tout au moins rentrer en possession du corps. Et nous avons par exemple formulé le vœu de réaliser des tests ADN sur les corps, parce que nous avons appris qu'il y a encore environ 3 ou 4 corps dans les morgues à Yaoundé. Nous avons formulé le vœu que soient réalisés des tests ADN pour éventuellement retrouver le nôtre. Nous avons écrit, j'ai les lettres avec moi, depuis le mois de janvier 2017. Nous sommes en octobre, aucune réponse. Le bilan officiel dressé par les pouvoirs publics du déraillement du train 152 le 21 octobre 2016 était de 79 morts et 600 blessés.
On parle de toute autre chose à présent. Dans la région de l'extrême nord Cameroun, la voirie municipale de Maroua ne présente pas du tout fière allure. Les routes sont complètement dégradées et difficile pour les usagers de rallier les différentes villes du chef-lieu de la région et la situation se complique davantage avec la saison des pluies. Amadou Daïro et Etienne Pascal Azégué une fois de plus. Une route de Maroua en plein aménagement. Cette image laisse croire qu'une attention particulière serait accordée à toute la voirie municipale de la ville chef-lieu de la région de l'extrême nord, que non. Maroua a véritablement mal à ses infrastructures routières. Les populations disent ne plus se reconnaître dans la physionomie que renvoie aujourd'hui la ville de Maroua. Maroua, c'est ma ville natale, c'est une ville qui m'a vu naître en 1950. Maroua n'a pas vraiment sa physionomie, c'est-à-dire d'antan. Les routes de Maroua, elles sont toutes impraticables. Une situation qui préoccupe le prophète du Diamaré, qui est d'ailleurs allé toucher du doigt cette dure réalité que vivent au quotidien ses administrés. De l'arrondissement de Maroua 1er à celui de Maroua 3e, l'état des routes est identique, surtout en saison de pluie, où de véritables lacs artificiels se forment sur la chaussée après chaque averse. Un doigt accusateur est pointé sur la communauté urbaine de Maroua, qui observe sans agir, d'après les habitants de Maroua. On demande au gouvernement de nous réparer la route. Le délégué du gouvernement, à ce qu'on voit, il est en train de recevoir extrêmement. Un effort devrait être fait avec les peu de moyens que la communauté urbaine a. Ne serait-ce que verser la latérite là où ça ne passe pas. Lors de la tenue d'un conseil extraordinaire de la commune de Maroua 1er, un chèque de 50 millions de francs CFA venant du programme national de développement participatif a été présenté. Mais ce qui a le plus suscité l'attention du conseil municipal de Maroua 1er est son budget de l'exercice 2016-2017 qui se chiffre à 1,3 milliard de francs CFA. Et du sport football à présent, Coupe du Cameroun 2017, 7 des 8 équipes ont pu décrocher leur ticket de qualification ce week-end. C'était lors à l'issue des... On nous a fait dire que le procureur les a scellés. Vraiment, c'est parce que le procureur général ou le ministre de la Justice peut lever ces scellés pour qu'on dégage au moins, pour que la population des Zeka, ce stress nous quitte un peu au cœur. Regardez un peu l'hôpital de district de Zeka. Un an après, rien n'a changé. Vraiment, on lance un cri de cœur auprès du gouvernement pour que, bon, on pense au moins à Ezeka. Un an après la catastrophe ferroviaire, la ville meurtrie a de la peine à oublier le fameux vendredi 21 octobre 2016. Et toujours concernant cette catastrophe ferroviaire d'Ezeka, 7 personnes sont encore portées disparues officiellement un an après le drame. C'est ce qui ressort de la liste des bénéficiaires de la dotation spéciale du chef de l'État rendue publique ce lundi matin dans le quotidien gouvernemental. Les précisions pour la répartition de ce don d'1 milliard de francs CFA a été révélées ce week-end dans un communiqué signé du Premier ministre chef du gouvernement. Alors, de cette liste, on apprend des bénéficiaires de dotation que près de 7 personnes sont encore portées disparues un an après le drame. Les corps sont toujours non identifiés, parmi lesquels celui d'un enfant. Des corps non retirés séjournent toujours dans les morgues. On apprend aussi que les ayants droit ainsi que les victimes disposent d'un délai de 3 mois pour faire parvenir leur dossier dans les services des gouverneurs des régions ou dans les postes consulaires qui achemineront à leur tour dans les services du Premier ministre. Notons que la remise des chèques aux bénéficiaires de l'assistance de mise à disposition des accidentés par le chef de l'État Paul Biya se fera à compter du 1er novembre prochain. Et parmi les familles toujours sans nouvelles de leurs proches figure la famille Pouadina qui recherche leur fils à bord du train de la mort le 21 octobre 2016. Cette famille fait d'ailleurs partie de la liste des bénéficiaires devant donc recevoir la prime spéciale du chef de l'État Paul Biya. Plus de précisions dans ce reportage de Farel Bounia et Etienne Pascal Azéké. Cela fait 1 an que la famille Pouadina n'arrive pas à faire le deuil. 1 an qu'elle est toujours sans nouvelles
de leur fils Joseph Tonga, qui était à bord du train 152 de Cam Rai le 21 octobre 2016, le jour où tout a basculé à Ezeka. C'est avec beaucoup de peine et de douleur que le frère cadet du porté disparu évoque le sujet. Vivre avec une disparition d'un être cher, c'est très difficile. Nous sommes africains, nous tendons à nous rendre à la réalité, à l'évidence que notre frère est décédé. Mais vous savez, quand vous avez, entre guillemets, un décès et que vous n'avez pas pu faire un deuil, ça rend la situation encore plus difficile. L'on se souvient qu'à la suite de cette catastrophe d'Ezeka, le président de la République avait décidé du déblocage d'1 milliard de francs CFA pour l'indemnisation des victimes. La famille Mpoadina dit n'avoir encore rien reçu de cet argent. Je précise que nous n'avons pas été indemnisés à ce jour. Le montant à répartir dont vous parlez, décidé par le président de la République, nous ne sommes même pas au courant de toutes les tractations, de tout ce qui se fait derrière. Même la société ferroviaire, qui avait été reconnue responsable du drame d'Ezeka, est restée muette jusqu'à ce jour à la douleur que traverse cette famille. J'avoue, il faut le reconnaître, qu'ils nous ont mis à disposition un soutien psychologique. Ça, Kamaya. Mais nous restons déterminés, les militants du SDF. Ainsi s'achève une journée du 21 octobre, quasi ville morte à Douala. Un samedi pas comme les autres, imposé par une manifestation de l'opposition, interdite par le sous-préfet de Douala Ier et maintenue par les organisateurs. Autre actualité dans ce journal, la ville d'Ezeka garde toujours les stigmates du drame du 21 octobre 2016, un an après cette catastrophe ferroviaire qui a coûté la vie à de nombreux Camerounais et fait des centaines de blessés. Les événements douloureux continuent de hanter les esprits des populations riveraines, des familles des victimes ainsi que des rescapés. C'est avec le cœur meurtri qu'ils ont commémoré ce samedi le premier anniversaire de ce déraillement du train le 21 octobre 2016. Ces précisions dans ce reportage de Joanniam et de Juringui Nyondi. Un an après la catastrophe ferroviaire qui s'est produite à Ezeka dans le centre et qui a coûté la vie à des dizaines de personnes, le souvenir reste gravé dans les mémoires des habitants. Je ne sais pas ce que je peux vous dire, c'est toujours aussi difficile parce que j'ai été sur les lieux de l'accident dès le vendredi 21 octobre 2016 et ce pendant 3 jours. J'ai assisté à tout ce qui s'est fait. Georges ici à côté de moi nous a assisté. L'émotion est toujours aussi vive, c'est difficile, Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter d'être en vie? Ça fait mal de savoir que les autres sont partis. Ça fait mal. Une année écoulée, mais le cœur des populations continue de saigner de douleur. Après que l'État camerounais ait promis la construction d'une stèle en mémoire des victimes de l'accident de train, les autorités traditionnelles, au cours d'une messe de requiem organisée en la mémoire des victimes, ont manifesté leur mécontentement au regard de la tournure des événements. Nous avons montré aux représentants du ministre 2 lieux, parce que pour nous, il faudrait que cette stèle révèle la dimension de l'événement. Que de venir faire un petit truc sur la gare, ça ne reflète rien. Nous voulons qu'il y ait entente entre les autorités politiques et traditionnelles. Nous n'acceptons pas ça. C'est une honte pour la ville d'Ezeka. Pour nous, ça ne représente rien du tout. Nous attendons justement cette représentativité de l'endroit où nous avons choisi. Une nouvelle fois, on nous démontre clairement que notre autorité est nulle et non avenue sur la terre de nos ancêtres. Et ça, nous disons que pour ce fait nous un problème, nous allons faire valoir nos droits. Présent à la cérémonie, le ministre des Arts et de la Culture s'est voulu plutôt rassurant. Dans un proche avenir, nous aurons ici un monument qui intégrera et la stèle commémorative et tout un aménagement urbanistique qui permettra d'embellir la ville, d'embellir davantage la ville des écoles. Le monument sera à la fois un lieu de recréation et un lieu de recueillement. La ville d'Ezeka porte le deuil. L'hôpital qui avait offert les premiers soins aux victimes attend toujours être rénové. Il faudrait que le gouvernement tout entier ait un peu
de souvenirs. Parce qu'en fait, ces wagons qui sont stationnés à la gare Ezeka. Les huitièmes de finale, UMS de Loum élimine Astre de Douala après une séance de tir au but 8 contre 7. FC de Yaoundé 2 a également battu Bonabéry FC après la séance de tir au but 4 contre 2. Le Racing Football Club de Bafoussam, toujours après une séance de tir au but, écarte Stade de Banjoun. Douala Athletic Club fait tomber le leader Edine FC 4 tirs contre 3 et Yon Sport élimine Saint-Peter de Limbé sur le score de 2-0. Victoria United perd devant Feutueux FC. Battu 2-0, New Star élimine Fouda Konolinga sur le score de 3-0. Et donc parmi les premiers qualifiés pour ces quarts de finale, FC Yaoundé 2, Douala Athletic Club, Racing de Bafoussam, Nyon Sport Académique de Bamenda, Victoria United, New Star de Douala et UMS de Loum. Le match Lyon blessé de Fotoni, Africa Star a été reporté à une date ultérieure. Catherine Kone, you have the second segment of this news. Exactly, Nadine Yambu. Thank you, televiewers, for staying with us on this second part of the Balingo newscast on Equinos television. Cameroon's economic capital was under heavy military surveillance. Over the weekend, security forces were deployed in their number across the town to hinder the Social Democratic Front Party and other political parties from expressing solidarity to the people of the Northwest and Southwest region hit by socio-political crisis for more than 1 year. Innocent Aze reports. By 5:30 a.m. Saturday, October 21, security forces comprising police and gendarmes surrounded Bipanda and the surrounding vicinities upon the instruction of the divisional officer for Douala 1, all in a bid to suppress the SDF Solidarity March scheduled for 1 p.m. despite its ban. All junctions and entrances, including streets, in every localities in Bipanda were heavily militarized, with police and gendarmes stationed at least after 100 meters. Beidou, Ndokoti, Bepesite, among others, witnessed heavy deployment of security forces. Omnisport Stadium was completely colonized by the security forces, ready to dissolve any manifestation by the SDF and other political party militants with water cannons and tear gas. Pedestrians were not permitted to walk in groups. Those carrying bags were intimidated with a thorough search conducted to know its content. Phone calls were as well restricted in some areas and taking of images. This reporter and the cameraman Francois Dikome were intimidated by police of the Bepanda Southern District Police Station for filming in their zone, which they say is strongly restricted. Our camera, mobile phones and bags containing other gadgets confiscated. They forcefully erased images taken in their zone, had us released and evacuated from their zone. However, the population who got up Saturday morning headed to work and market on foot as circulation in Bepanda was prohibited. Ça me donne aussi la maladie. Comment moi qui n'arrive pas à marcher, me voici en route pour marcher. Ça, c'est quoi ça? On va continuer à frapper au pied. On ne sait pas à quel niveau on va frapper jusqu'à arriver. Strangers spent immense sums of money but could not get to their destinations. Moi, je viens même pas ici à Douala. Je viens maintenant, je vois tout le monde marcher à pied pour arriver là où tu veux.